Bien, bonsoir d'abord à vous tous et à vous toutes. Merci pour Sciences Maroc, pour cet accueil chaleureux et pour ces paroles très émouvantes. Merci, c'est Mohamed El Ouadi. Voilà, on m'a demandé donc de parler d'un sujet extrêmement flou, complexe, bilan et perspective donc du printemps arabe. De quoi s'agit-il d'abord? Il s'agit évidemment, vous le savez très bien, de ces 5 révolutions qui ont eu lieu en Tunisie en décembre 2010, ensuite immédiatement en janvier 2011 en Égypte, ensuite très rapidement en février 2011 en Libye, ensuite très rapidement aussi en février 2011 au Yémen, puis ensuite très rapidement aussi en mars 2011 en Syrie. Donc 5 révolutions qui étaient des révolutions porteuses de très très grands espoirs, qui étaient des révolutions démocratiques, qui étaient des révolutions pacifiques, qui étaient des révolutions de peuples qui en avaient assez d'être des peuples de sujets qui voulaient devenir des peuples de citoyens, etc. Et vous connaissez, vous savez très bien comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé par une véritable catastrophe humanitaire en Syrie. La Syrie a été complètement et totalement détruite. La moitié du peuple syrien est en exil. Ça s'est terminé par une catastrophe humanitaire au Yémen, où les gens ont faim. Il y a la famine, il y a le choléra. Ça s'est terminé par la destruction de l'État en Libye, puisque maintenant il y a 2 États en Libye en réalité. Ça s'est terminé par un putsch militaire en Égypte avec retour d'une dictature pire que celle que le peuple avait combattue. Et puis ça s'est terminé en Tunisie par le retour de la contre-révolution qui a gagné les élections démocratiquement et ce qui avait permis de détruire la démocratie de l'intérieur. Donc voilà, en gros, c'est de ça qu'on va parler. Alors évidemment, en tant qu'acteur politique qui a participé à la fois à la préparation de ces révolutions, qui était en charge d'en mener une, et qui a connu à peu près ce que peu de gens connaissent, c'est-à-dire ce qui se passe derrière l'arrière-coup, etc., on pose la question du bilan. Alors cette question du bilan, elle est posée tout le temps. Vous n'êtes pas les premiers à me la poser. Je viens de passer 4 mois à Harvard où c'était ça. Harvard m'avait demandé le bilan. Donc partout, c'est le bilan. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que ça a échoué? Alors il y a, en gros, si vous voulez, il y a 3 formes de demande de bilan. Il y a les amis, je ne parle pas des faux amis, les vrais amis, qui, eux, me disent « Oh là là, quel malheur, quelle malchance, c'est tout juste si ce n'est pas à moi de les prendre dans mes bras pour les consoler de l'échec de la Révolution. » Et ensuite, vous avez les autres, là, les agressifs, en général des Tunisiens. « Ouais, vous êtes le responsable de tout ce malheur. » Bon, et là, il faut supporter, il faut accepter. Puis ensuite, vous avez les gens qui demandent le bilan, disant ce que j'appelle les besogneux de la politique, c'est-à-dire c'est des gens qui font des thèses, qui font des articles, etc., qui m'envoient des longs questionnaires comme ça, pour que je leur explique ce qui s'est passé, etc. Donc vous avez en gros trois types d'attitudes vis-à-vis de... Et moi, j'ai toujours la même attitude, je suis agacé. C'est l'agacement. J'éprouve un profond agacement. Bon, quand je suis de bonne humeur, ça m'amuse, mais comme je ne suis jamais de bonne humeur, je suis souvent de mauvaise humeur, ça m'agace. Ça m'agace profondément. Pourquoi est-ce que ça m'agace? Parce que, bon, il y a d'abord, effectivement, je me sens un peu responsable, un peu coupable, un peu tout ce que vous voulez. C'est jamais agréable de faire le bilan d'une défaite. Donc voilà, ça blesse quelque part, c'est pas très agréable. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait aussi que, je me souviens d'une phrase incroyable de Chou En-lai. Je ne sais pas si vous connaissez Chou En-lai. Chou En-lai était le premier ministre de Mao Tse-tung dans les années 70. Quelqu'un lui avait posé une question incroyable. Il lui a dit, monsieur le Premier ministre, je ne sais pas pourquoi il lui a posé la question sur la Révolution française, mais il lui a dit, monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous pensez de la Révolution française? Qu'est-ce que lui a répondu Chou En-lai, qui était un homme subtil et plus que subtil? Il a dit, vous savez, c'est peut-être un peu trop tôt pour se prononcer. Donc 2 siècles après, c'est trop tôt pour se prononcer. Et vous avez des gens qui me demandent à moi de me prononcer, de faire le bilan de quelque chose qui vient de se passer il y a 10 ans, et qui en plus c'est un processus. C'est ça qui est agaçant. C'est que nous sommes en plein processus. Ce qu'on appelle le printemps arabe n'est pas fini. C'est le début du début. Nous sommes au début de la chose.
Alors, quand je disais ça en 2014, les gens disaient non, non, c'est fini, voilà, la contre-révolution a normalisé, c'est fini, les peuples arabes doivent revenir à l'écurie. C'est des peuples de moutons, il faut qu'ils retournent à l'écurie. Je dis mais non, vous vous trompez, ce n'est que le début. Effectivement, très, très rapidement, il y a eu donc, les événements au Liban, il y a eu les événements au Soudan qui continuent encore, il y a le Hirak algérien, etc., qui montrent bien qu'effectivement, nous sommes en plein dans un processus. Et ce processus, probablement, va encore nous réserver énormément de surprises. Et là, je viens le mot surprise, parce que ce mot-là, pour moi, est probablement le mot-clé dans ce qui s'est passé et dans ce qui risque de se passer. Surprise. Comment ça, surprise? Eh bien, je vous ai dit que j'étais un des acteurs de ce printemps arabe. En 2006, déjà, j'avais appelé le peuple tunisien à se soulever, fait un discours grandiloquent à Al Jazeera, il faut descendre dans la rue, etc. etc. Et puis ensuite, j'ai dit, je ne vais pas rester à Paris à haranguer, je vais descendre en Tunisie. Ça a été un beat complet. Personne n'a bougé. Je me suis fait emmerder pendant 2 mois par les policiers. Je ne pouvais pas sortir dans la rue, etc. C'était épouvantable. Et je suis revenu à Paris, la queue entre les jambes, gros jour comme devant. Et tout le monde m'a dit, mais si vous êtes fou, il n'y a rien qui va se passer. Je lui ai dit, mais si. Et effectivement, 5 années après, ça a été la révolution. Et tout le monde a été pris par surprise, y compris moi-même. Et ça, c'est important de parler de surprise parce que pour l'avenir, encore une fois, c'est fondamental. Mais je n'étais pas le seul à être surpris par ce qui s'est passé. Je n'étais pas le seul. Tout le monde a été pris de court. Tout le monde. Par exemple, je vais énumérer quelques acteurs politiques. Les islamistes, les fameux islamistes dont on continue à m'accuser encore d'être un de leurs agents, alors que Dieu sait que j'ai tellement souffert de cet islamisme politique, j'ai payé un prix prohibitif, etc., etc. Et les gens confondent des positions de principe avec des comportements politico-politiciens. Donc, les islamistes ont été extrêmement surpris par cette révolution, parce que dans les années 80, dans les années 90, c'était eux qui menaient la barque, et tout le monde s'attendait à ce que ces révolutions arabes soient des révolutions islamistes. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Partout, que ce soit en Syrie, que ce soit au Yémen, que ce soit en Tunisie, il n'y a pas un qui a crié Allahu Akbar, il n'y en a pas un. C'était des révolutions purement démocratiques, c'est-à-dire les gens ne scandaient pas, ne voulaient pas d'État religieux, ils voulaient tout simplement d'un État démocratique. Les gens sont descendus dans la rue pour des révolutions démocratiques. Étonnement, on ne comprenait pas. C'était les partis les mieux organisés, c'était l'idéologie dominante, c'était voilà. Et puis voilà, le peuple descend dans la rue, il n'y a pas un seul cri Allahu Akbar, personne. Et les islamistes n'étaient absolument pas dans la scène. Ils n'ont joué strictement et absolument aucun rôle, ni dans les manifestations, ni rien, zéro. La gauche aussi a été prise de... Je connais bien cette gauche, puisque je suis un des rescapés de cette gauche des années 60, 70, etc. Là aussi, tout le monde s'attendait à ce que... D'abord, ils avaient peur que ce soit une révolution islamiste, donc ça ne l'était pas, mais ils espéraient que ce serait une révolution sociale, entre guillemets, c'est-à-dire que les gens vont descendre dans la rue pour réclamer de l'argent, du pain, etc. Non, les gens ont réclamé la liberté, la dignité, l'état de droit, etc., etc. Là aussi, or, vous savez, ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'archéo-marxisme, ils savent très bien quelle est la position de l'archéo-marxisme, si je puis dire, sur la démocratie. C'est des trucs formels, blablabla, c'est de la bourgeoisie, etc. Non, les gens voulaient effectivement un système démocratique. Ensuite, l'étonnement des puissances occidentales, parce que moi, je connaissais, vivant en France, etc., connaissant des hommes politiques occidentaux, ils étaient tous absolument persuadés, que la dictature était là ad vitam aeternam, que ces peuples arabes, ça ne fonctionne qu'avec la démocratie, et ils étaient sûrs et certains que si jamais il y avait des révolutions, ce seraient des révolutions islamistes, complètement à côté de la plaque. Ils n'ont rien compris. Alors vous allez me dire, mais alors vous, les démocrates, vous étiez extraordinaires, c'était votre révolution. Oui, mais je vous garantis que pour moi, je suis allé de surprise en surprise quant à cette démocratie. Donc j'ai été élu démocratiquement et j'ai commencé évidemment avec tous les gens autour de moi à vouloir installer ce fameux état de droit dont nous avons rêvé depuis 20 ans, 30 ans et voilà. Puis, mais après ça a été la surprise. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais comment ça se fait?
La liberté d'expression, on s'était battu pour ça. Eh bien, nous avons été les victimes de la liberté d'expression. Vous n'avez aucune idée du fait comment les télévisions et les radios de l'époque, qui étaient détenues par les hommes de l'ancien système, se sont mis contre nous de façon qui nous ont détruits littéralement. C'est la liberté d'expression qui a détruit la démocratie en Tunisie. Pareil pour la liberté d'association. Nous avons vu très rapidement des véritables entrepreneurs politiques constituer des véritables partis politiques d'une corruption absolument invraisemblable et gagner des sièges des élections. En 2014, un homme politique complètement véreux a constitué une entreprise publique, une entreprise politique qu'il a nommée le parti de je ne sais pas trop quoi. Il a gagné 16 sièges aux élections, alors que mon parti à moi, le Congrès pour la République, qui était fait par des véritables militants, on n'a eu que 4 sièges. Et c'était comme ça. Donc la liberté d'expression, la liberté d'association, les élections. Mais vous ne vous rendez pas compte aujourd'hui ce que c'est que les élections. Les élections, c'est à qui possède le plus de fric, qui possède le plus d'influence, le plus de télévision, et ils sont capables de vous faire élire n'importe qui, y compris ce type qui est actuellement à la tête de l'État, qui est pour moi un malade mental. Donc pour vous dire que pour moi, ça a été une découverte. Mais c'est quoi cette démocratie? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je ne vous parle pas de l'attitude des gouvernements démocratiques, mais c'est quoi ces gouvernements démocratiques qui appuient ils étaient tellement contents que Sisi prenne le pouvoir et de voir débarquer un président élu démocratiquement. Vous savez très bien que, encore une fois, j'ai une attitude extrêmement critique vis-à-vis de l'islamisme politique, mais la façon dont Mohamed Morsi a été traité est inacceptable. C'était un homme qui a été élu démocratiquement, il fallait le vider démocratiquement, mais faire un coup d'État auquel toutes les démocraties occidentales ont applaudi, pour moi, c'était quelque chose d'inacceptable. Donc vous voyez comment ces révolutions arabes ont pris tout le monde à défaut, que ce soit les islamistes, que ce soit les démocrates, etc. Situation totalement incompréhensible et, je dirais, inanalysable avec les croyances des uns et des autres. Ma croyance démocratique à moi, qui est encore intacte, ne vous inquiétez pas, je reste encore démocrate. Mais de dire, mais attendez, il y a quelque chose de pas du tout crédible dans cette démocratie-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si les islamistes ont fait aussi leur autocritique, si la gauche, etc., si les gouvernements occidentaux, je ne sais pas. Toujours est-il que le fait que, pour moi, c'est ça la leçon fondamentale, c'est que nous avons été pris de court tout le monde et que nous n'avions pas su prévoir et que nos outils d'analyse, les islamistes avec leur islamisme, la gauche avec son gauchisme, etc., moi démocrate avec mon démocratisme, nous n'avons pas su ni prévoir ce qui allait se passer, ni probablement correctement gérer, parce que probablement nous n'avions pas les outils intellectuels nécessaires pour telle chose. Et en fait, les populations ont bougé de façon qui n'était absolument pour nous ni compréhensible, ni prévisible. Et ça va jouer pour la suite. Parce que quand on me demande les perspectives, de quelles perspectives voulez-vous que je vous parle? Puisque pour pouvoir faire des perspectives, il faut avoir une théorie, il faut avoir donc des outils d'analyse capables à la fois de comprendre le réel et ensuite de pouvoir faire des prévisions. Or, il y a 10 ans ou 12 ans, nous n'avions aucun de ces instruments. Est-ce qu'aujourd'hui on les a? Moi, j'en doute très fort. Parce qu'en réalité, ce dont nous aurons besoin pour parler de perspective, c'est de quoi? C'est d'une belle théorie prédictive. Alors, l'exemple même de la belle théorie prédictive, si vous voulez, c'est, je sais pas moi, la mécanique céleste. Voilà. On sait que, je sais pas, j'ai un vague souvenir d'une comète qui s'appelait, je crois, Schumacher-Levy, où tout le monde disait, elle va se cracher sur la face de Jupiter tel jour. Et effectivement, les gens étaient assis devant leur moniteur et hop, ça a craché tel jour, alors que c'est une comète, etc. Donc, c'est des théories prédictives comme ça qu'on devrait avoir. Tous les économistes sont à la recherche de théories prédictives qui leur permettraient de dire, voilà, on risque d'avoir telle inflation, telle, etc. Nous, les hommes politiques, nous aussi, nous avons besoin de ce genre de théories prédictives pour dire, voilà, il va y avoir une révolution. Or, on ne l'a pas, cette théorie prédictive. On ne l'a pas. Donc, parler de perspective,
surtout avec le recul de toutes les erreurs d'interprétation que nous avons faites, de toutes les désillusions, que ce soit sur les démocraties, sur la démocratie, sur la capacité des gens de choisir correctement, les islamistes sur leur islam politique, la gauche sur ça, etc. Bon, quelle perspective, comment voir la perspective? Alors ici, moi je dis, on n'a pas de théorie. Par contre, moi j'ai quoi actuellement, là, maintenant, devant vous? De nouveau exilés politiques, de nouveau condamnés à 4 années de prison pour trahison, de nouveau dans l'opposition, etc. Portant, je ne dirais pas le deuil, mais portant toute la peine, toute la douleur de l'échec momentané, je l'espère, de cette première vague de révolution arabe. De quoi je peux parler? Quel type de perspective je peux donner? Je n'ai pas donc de théorie prédictive. Je ne sais pas quand est-ce que la comète X va se cracher je ne sais pas quand est-ce que le volcan arabe va exploser. Alors j'ai quoi? J'ai 3 choses. J'ai des conjonctures, j'ai des craintes et j'ai de l'espoir. Alors commençons par la conjoncture. C'est quoi la conjoncture? La conjoncture, c'est de dire que très probablement, encore une fois, le printemps arabe n'est qu'à ses débuts. Ça, c'est ma première conjoncture. Et il y a des arguments pour ça. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette révolution dans le monde arabe? Quel était le moteur? Alors, une analyse superficielle comme ça, moralisatrice. Oui, les gens voulaient la démocratie. Oui, les gens voulaient la liberté. Oui, j'allais pas dire que c'est foutaise. C'est pas vrai, c'est pas ça. Ça existe, mais c'est pas ça. Vous n'avez qu'à regarder, par exemple, le comportement des peuples en Chine ou dans les pays de Golfe. Ils n'ont ni liberté, ni dignité, etc. Mais ils ne bougent pas, ils ne mouftent pas. Parce que quand vous avez une solide police avec une capacité de répondre aux besoins économiques des gens, vous pouvez maintenir cette société pendant très longtemps. Pas toujours, pas à la fin. L'exemple de Hong Kong montre bien qu'on peut avoir effectivement un bon niveau de vie, mais réclamer la démocratie. Mais en gros, dans nos pays, si vous voulez, le moteur de ces révolutions, aussi important que les mots de démocratie et droits de l'homme sont importants pour les élites dont je fais partie, mais encore une fois, ce n'est pas ça les plaques tectoniques, ce n'est pas ça les ingrédients qui font exploser le volcan. Il y a 3 ingrédients fondamentaux qui ont fait exploser les volcans arabes. Le premier, c'est l'arrêt de l'ascenseur social. L'ascenseur social qui permettait à des gens venant de familles pauvres de devenir professeurs de médecine. C'est mon cas. L'ascenseur social ne fonctionne plus depuis très 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 longtemps. Et ceci pour des raisons essentiellement, fondamentalement économiques. C'est-à-dire que l'économie ne pouvant pas, à cause du fait de... Ça dépend des pays. Il y a des pays minuscules dont des économies sont dérisoires, pas de développement. Des économies qui ont été mal gérées, comme l'Algérie ou la Libye, par la corruption, etc. Vous avez des situations différentes, mais toujours est-il, le fait est qu'à un moment donné, l'ascenseur social qui permettait à des jeunes d'espérer un avenir meilleur a été complètement bloqué. Donc vous avez une société bloquée, qui produisent des gens qui n'ont aucun avenir, qui ne peuvent plus monter. Puis ensuite, vous avez un État de plus en plus inefficient par la corruption, entre autres choses. Et vous avez un environnement extérieur qui était un environnement, un environnement hostile. Ces Arabes-là, il faut qu'ils restent à leur place, il faut on fait tout pour qu'ils ne se développent pas, parce qu'il y a ça aussi. Donc vous avez ces 3 plaques tectoniques donc la société bloquée, l'État inefficient, et puis ensuite l'environnement extérieur qui a épuisé les ressources arabes, aussi bien dans la corruption généralisée que dans la dépendance justement aux grands États occidentaux, qui ont fait qu'à un moment donné, ça a pété. Ça ne pouvait plus tenir. Or, quand on veut faire des perspectives, c'est là que j'arrive à ma conjoncture, c'est est-ce que ces éléments-là ont disparu? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Plus que jamais aujourd'hui, l'État est de plus en plus inefficient, l'État est de plus en plus faible, l'État a de moins en moins de ressources, l'État est de moins en moins capable de répondre aux besoins de la société, l'État est de plus en plus discrédité. Donc effectivement, nous voyons l'effondrement de l'État. Le Liban est un pays qui n'a plus d'État. La Syrie est un pays qui n'a plus d'État. La Libye est un pays qui n'a plus d'État. La Somalie est un pays qui n'a plus d'État. C'est la déliquescence et la disparition progressive de l'État. Et ensuite, vous avez toujours cette société bloquée. Et en plus,
dans les années 60-70, l'immigration pouvait être une voie de sortie. Maintenant, elle est terminée, elle est bloquée. Donc aujourd'hui, vous avez une population qui est prisonnière d'une grave crise économique, d'une grave crise aussi. Le changement climatique frappe essentiellement et fondamentalement les pays donc, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. C'est la région qui va le plus payer donc, pour cette région. Et donc, vous avez tous les ingrédients pour l'explosion. C'est pour ça que je dis que le printemps arabe est à ses débuts. Et ceux qui s'imaginent que maintenant, voilà, en 2014, ils se sont débarrassés de Mohamed Morsi, ils se sont débarrassés de moi, ils ont maintenu Bachar al-Assad au pouvoir, etc. Ceux qui s'imaginent que c'est fini se trompent. Ce n'est que le début. Et donc, il faut s'attendre dans les perspectives à de grosses explosions. Et là, j'en arrive aux craintes. J'ai des craintes que les premières révolutions ont été des révolutions malgré tout démocratiques, où il y avait encore un certain nombre je dirais, de règles, d'espoir. J'avais tout fait, moi, pour que cette révolution soit le moins coûteuse en vie humaine. D'abord par ma formation de médecin, de militant des droits de l'homme, etc. Donc moi, je me suis battu pour cette fameuse justice transitionnelle, pour qu'on ne rentre pas dans des règlements de compte, etc. Ça, c'est fini. Les prochaines générations, c'est fini, c'est terminé. Parce qu'ils ont très bien vu ce que c'était justement de laisser la contre-révolution s'emparer des télévisions et des radios. Ils ont très bien vu ce que ça coûtait de laisser l'ancien système prospérer. Et ils ont très bien vu comment ils ont réagi, etc. Donc il y a une grande colère, une grande frustration de nouvelles générations qui ont vu effectivement l'échec de leur rêve. Et de l'autre côté, il y a une peur panique de tous ceux qui maintenant sont au pouvoir parce qu'ils savent très bien que la prochaine fois, on ne leur en fera pas grâce. Donc il y a d'une part une très grande colère et d'autre part une très grande peur. Et ça, c'est quelque chose d'effrayant. Donc moi, j'ai peur que nos pays, vont connaître des explosions et des explosions extrêmement violentes. D'autant plus qu'encore une fois, la crise économique internationale, la crise climatique s'aggrave. Et donc, voilà, il y a des chances vraiment que nous allions vers des révolutions plutôt chaotiques qu'autre chose. Bon, alors, ça c'est mes peurs, les peurs. Maintenant, l'espoir. L'espoir, c'est quoi? Probablement, vous avez noté que je suis en train de parler dans une logique catastrophiste. Ça va exploser, ça va être le chaos, ça va être etc. La logique catastrophiste, d'accord? Et là, je m'adresse aux jeunes, là, pour leur dire, vous nagez, vous vivez dans le catastrophisme ambiant, dans une espèce de catastrophisme permanent. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle Megathreats, d'un Nouriel, je ne sais plus, qui s'appelle Nouriel, c'est un turco-américain, etc. Il crée un livre incroyable qui s'appelle Megathreats, où il y a effectivement, une fois que vous avez terminé ce bouquin, vous dites, allez, je me tire une balle dans la tête, comme ça c'est vite fait, je n'ai pas envie de voir tout ça. Donc, il y a du catastrophisme partout. Et là, je voudrais m'adresser ici aux jeunes de vous dire, ne vous laissez pas berner. De mon temps aussi, c'était comme ça. Et là, je viens à l'histoire de l'espoir. De mon temps aussi, c'était comme ça. J'ai vécu le catastrophisme nucléaire dans les années 60-70. Nous étions sûrs et certains, à l'époque, on allait tous se ramasser des bombes atomiques. À l'époque, les Américains n'apprenaient pas à faire du feu. Actuellement, les Américains font des stages où ils sont dans les forêts, apprendre à faire du feu, à tailler le silex, etc. Se préparer donc à la post-catastrophe. À l'époque, les Américains, ils construisaient des bâtiments, des bunkers pour se protéger des bombes atomiques et aller leur tomber sur la tête. Dans les années 80, j'ai connu le catastrophisme du sida. Je me souviens très bien d'avoir lu un article, pas dans le Dernière Nouvelle d'Alsace, dans un article dans un journal médical, sérieux, où le type disait probablement en l'an 2000, l'humanité aura disparu. Service médical. En l'an 2000, je ne sais pas si certains d'entre vous qui étaient encore peut-être se souviennent du bug, le fameux bug. À l'époque, on nous disait attends, tous les ordinateurs vont tomber en panne et puis ensuite les avions vont atterrir sur les immeubles, etc. Il n'y a rien qui s'est passé. Ensuite, il y a eu le catastrophisme
que nous vivons actuellement. La planète va brûler, on va tous mourir carbonisés, ou je ne sais pas trop quoi, etc. Donc, en fait, le catastrophisme, moi, j'ai vécu toutes ces phases-là. Alors, pourquoi je vous dis il faut vous méfier du catastrophisme? Parce qu'en réalité, le catastrophisme est une pensée nécessaire. C'est-à-dire qu'effectivement, le catastrophisme peut avoir un effet délétère sur les âmes faibles, dépression, machin, crainte, etc. Mais sur les âmes fortes, et il y en a beaucoup, c'est au contraire un puissant stimulus. C'est grâce à la peur du nucléaire qu'il y a eu les accords START dans les années 70. C'est grâce à la peur du sida qu'il y a eu un truc global pour lutter contre le sida. C'est grâce à la peur du bug que les ingénieurs informatiques se sont battus pour qu'il n'y en ait pas, etc. Et c'est grâce aujourd'hui à cette peur panique que nous avons du changement climatique qu'il y a des forces incroyables d'adaptation, etc. Donc, quand je fais du catastrophisme en disant voilà, les plaques tectoniques sont en train de collisionner, il va y avoir des révolutions extrêmement violentes, etc., je suis dans cette optique du catastrophisme, je dirais, constructif. Enfin, mon conseil aux jeunes, c'est ne soyez pas des catastrophés passifs, soyez des catastrophistes actifs. Alors, catastrophiste actif, ça consiste justement à dire, ben voilà, on a un problème, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant avec? Et je pense que c'est ce que nous faisons, même si nous n'en rendons pas compte. C'est partout pareil, partout pareil. Donc, pour revenir un peu aux perspectives du monde arabe, ici, il y a beaucoup de jeunes qui seront probablement demain les hommes et les femmes qui vont conduire ces pays, du moins je l'espère. Actuellement, donc la conjoncture, elle est là. C'est-à-dire le catastrophisme, ça ne consiste pas à nier la catastrophe. La situation, elle est là, et elle est catastrophique. Mais ça consiste à dire, bon, ben, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Et aujourd'hui, c'est la question que tout le monde se pose. En Tunisie, les gens se posent des questions. Qu'est-ce qu'on fait? Les gens sont en train de réfléchir. En Égypte, partout. Moi, je suis à peu près dans plusieurs forums, associations, aussi bien avec les Égyptiens et les Algériens, et je suis fasciné par comment dire, par ce bouillonnement intellectuel où les gens sont en train de chercher des solutions. Et c'est ça le bon côté du catastrophisme, c'est-à-dire cette capacité de dire, voilà, nous allons faire quelque chose. Pour vous dire que j'ai une recette, pas du tout. Pas du tout. On est en train de chercher partout. Nous allons avoir, par exemple, juste un exemple, dans un mois, je réunis à Sarajevo un certain nombre d'intellectuels et d'hommes politiques arabes, etc., pour dire, bon, ben là, voilà, maintenant, quelle est la prochaine étape? Quel type de démocratie nous voulons à partir des expériences que nous avons faites? Et nous sommes en train de travailler, ça travaille de partout. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Ce qui est sûr et certain, c'est que le processus est en marche, que l'État, l'ancien système politique arabe est en train de se casser la figure, qu'il y a actuellement un énorme processus de transformation de nos peuples, de peuples de sujets en peuples de citoyens, qu'il y a une volonté d'asseoir l'État sur d'autres bases que le pouvoir personnel et la corruption, qu'il y a actuellement des gens qui travaillent à tous les niveaux, aux échelons les plus bas pour faire face à la crise climatique. Il y en a qui plantent des arbres par-ci, il y en a qui blanchissent leurs maisons en chaud par-là, etc. Donc, en fait, il y a des choses qui sont en train d'être faites et nous devons les accompagner. Pour dire quoi? Je vais terminer parce que j'aimerais quand même vous laisser le temps de parler. Je vais terminer pour dire que, donc, le bilan, voilà, le bilan, ça a été la surprise. Perspective, ce sera la surprise aussi. Perspective. Donc, je dis toujours, moi, parce que c'est effectivement quelque chose qui m'a toujours frappé, c'est que l'avenir n'accouche jamais de ce qui nous effraie le plus, ni de ce qui nous espérons le plus. Il accouche toujours de ce qui nous surprend le plus. Il faut tout simplement être prêt. Vous êtes jeune, il faut absolument être prêt à accueillir la surprise, à chevaucher la surprise et à l'utiliser de la meilleure façon possible. Merci de votre attention. Merci à vous. Je pense qu'il y aura beaucoup de questions, mais je vais amorcer ces questions par deux questions plutôt régionales. Et justement, sur ces questions de perspective et de prédiction,
Bon, vous avez beaucoup insisté sur la notion de patience. En fait, c'est vrai que quand on regarde l'histoire européenne sur un temps long, et notamment l'histoire du long 19e siècle, les changements de régime ont été fondamentaux et importants. Et aussi, vous avez beaucoup parlé de la question de l'état de droit et comment cet état de droit peut être acheté par les forces de l'argent, notamment. Mais moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est votre idée de l'absence de théorie prédictive. Et qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Est-ce que ce que j'ai compris, c'était en fait l'absence d'idéologie qui soit prête à l'emploi pour la période, mais ça, c'est un phénomène généralisé. Enfin, on le voit très très clairement en France, où il n'y a pas du tout une ligne tracée, une manière de penser les choses sur une longue durée, ou est-ce que plus que ce flou idéologique complet, ou même cette confusion idéologique assez forte, est-ce qu'il n'y a pas derrière la question aussi de s'armer d'une connaissance du terrain? Et là, je pense qu'il revient encore à la question de l'agriculture pour ces régions-là. Je veux dire, ce qui est tout à fait étonnant, c'est qu'il n'y ait pas du tout de perspective pour cette agriculture. C'est-à-dire, là, on a vu la ruine de la filière viande en Tunisie, alors que c'est un élément fondamental de ce pays-là. Donc, quand vous dites théorie prédictive, est-ce que c'est l'absence d'imagination idéologique et théorique de chacun d'entre nous, l'incapacité à nous adapter aux besoins des populations et à les penser, ou est-ce que c'est notre incapacité aussi à finalement connaître, avoir une expertise aussi sur le terrain? C'est la première question que je poserai, peut-être que je poserai une autre après. Oui, il y a deux questions. Et la question idéologique. La question idéologique est très simple. C'est-à-dire que moi, j'ai vu fonctionner pendant les 40 dernières années des gens qui étaient complètement et totalement prisonniers de leur idéologie, que ce soit les gens de gauche, que ce soit les laïcs, que ce soit les islamistes. Complètement et totalement dans leur bulle, dans leur façon d'imaginer le monde, de concevoir le monde. Et le fait qu'ils se soient complètement trompés, que les choses se soient passées de façon totalement différente, pour moi, je ne les ai pas vus changer de paradigme. Je ne les ai pas changés. Et c'est pour ça que je suis de plus en plus convaincu que ces idéologies sont actuellement non pas je dirais les outils pour analyser le monde, mais ce sont des outils pour nous cacher le monde réel. Alors, vous me dites, oui, mais à ce moment-là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut tout... c'est facile de dire, oui, toutes les idéologies, il faut les jeter, etc. Je dis non, pas du tout. Moi, dans le livre que vous avez cité, je dis au contraire, il faut regarder ces idéologies pour voir enfin ce qu'elles nous ont appris, parce que ça a été des expérimentations. Ok, vous avez expérimenté l'islam politique, vous l'avez expérimenté au Soudan, vous l'avez expérimenté à Daesh, vous l'avez expérimenté en Iran, vous l'avez expérimenté en Arabie Saoudite, et qu'est-ce que ça donne? C'est ça le problème. Et c'est la même chose pour la démocratie. On a expérimenté la démocratie et vous vous retrouvez avec des gens qui sont capables de voter pour des dictateurs. Donc il y a un problème. Donc il ne s'agit pas de rejeter ces idéologies en tant qu'erreur, etc. Il s'agit de dire ce sont des expérimentations, qu'est-ce que ça m'apprend? Et je trouve qu'il y a énormément d'idées à apprendre de cette expérimentation idéologique. Mais à partir du moment où les idéologues disent non, ce n'est pas une expérimentation, c'est une réalité, c'est une recette, là, ça ne marche pas. Il y a une différence entre considérer une idéologie comme une recette infaillible et celle qui consiste à la traiter comme une expérimentation dont on peut apprendre des choses positives et négatives. Voilà. Maintenant, encore une fois, le problème, c'est que vous avez encore aujourd'hui même, partout, des gens qui sont totalement inféodés à leur grille de lecture et ils n'en démordent pas. Et ces gens-là posent un très très gros problème pour la suite. Maintenant, pour ce qui est de l'agriculture et tous ces problèmes-là, ça aussi, c'est, si vous voulez, moi j'ai toujours reproché aux islamistes, par exemple, de leur dire, attendez, c'est quoi le problème fondamental pour vous? C'est l'identité, j'ai rien à foutre, l'identité, c'est pas mon problème. La charia, mais c'est pas un problème, etc. Le problème, mais est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, les vrais problèmes, c'est le fait que dans 30 ans, pas dans 30 ans, dans 10 ans en Tunisie, nous allons manquer d'eau. Nous n'allons pas pouvoir donner de l'eau à nos populations. Est-ce que vous vous rendez compte que le péril alimentaire, ça, je disais ça il y a 10 ans, mais personne ne m'a écouté. Ils en sont encore à déposer des questions d'identité, de charia, de loi, des choses comme ça.
Mais non, c'est pas ça les problèmes. Donc, et pour la gauche, faut pas croire, c'est pareil. Le problème de la gauche actuellement, c'est de se battre contre les islamistes. Mais je leur dis, mais écoutez, mais oubliez les islamistes. Aujourd'hui, le problème, le distinguo, c'est pas entre les islamistes et les laïcs, c'est entre les démocrates et les antidémocrates. Rien à faire. Donc, vous avez affaire à des gens qui sont littéralement prisonniers de leur... Ces gens-là s'imaginent solutionner les problèmes. Ils sont le problème. Je poserai une dernière question avant de laisser la parole à la salle. À l'échelle de la région, en fait, il faut aussi percevoir des fossés qui se creusent entre les pays de la région. Et je pense, là, c'est Sciences Maroc, donc il faut évoquer la question Maroc-Algérie, sur les questions du Sahara, sur les questions de la normalisation avec Israël. Comment vous percevez, vous, ces fossés qui se creusent et même l'impossibilité de penser une solidarité régionale ou un élan régional, en fait, dans les questions de perspective ici, hein. Oui, et là je reviens de nouveau à l'idéologie. Alors, les idéologies que moi j'ai connues, dans lesquelles j'ai fonctionné, vous avez le nationalisme arabe, le communisme, enfin toutes les sortes de progressisme, puis ensuite la démocratie et les droits de l'homme. Le problème des nationalismes arabes, ce sont des gens qui vous disent, actuellement, nous ne pouvons absolument pas sortir de cette impasse, sauf si nous réalisons l'unité arabe, c'est-à-dire 500 millions de personnes, qui, avec toutes les richesses qu'ils ont, avec toute l'histoire qu'ils ont, etc., pourraient devenir une grande puissance. J'ai dit, OK, ça c'est la thèse du nationalisme arabe. Mais comment on fait ça? Le parti bassiste, le grand frère Kadhafi, le grand frère Saddam Hussein, mais je leur dis, écoutez, vous savez très bien que les dictatures ne peuvent pas réaliser des liaisons. Vous savez très bien, regardez les Européens, tant qu'ils étaient gouvernés par des dictatures, la dictature nazie, la dictature fasciste, la dictature franquiste, la dictature communiste, ils se sont fait une guerre terrible. Les fameuses guerres mondiales, c'est des guerres européennes. C'est d'abord et avant tout des guerres européennes. Donc, et à partir de quand les peuples européens ont pu se mettre d'accord et travailler ensemble? C'est à partir du moment où il y a eu des régimes démocratiques. Ah non, non, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ils continuent encore à croire aujourd'hui que l'unité arabe ou l'unité maghrébine se fera avec les dictatures. Impossible. Je vous dis, oubliez le Maghreb, oubliez-le. Il n'y aura jamais de Maghreb tant qu'il n'y aura pas 5 gouvernements démocratiques dans les 5 pays. C'est la condition sine qua non. C'est une question structurelle, parce que les dictatures, les dictateurs, l'exemple caricatural, le parti Baas, pour ceux d'entre vous qui en ont entendu parler, le parti nationaliste arabe par excellence dans les années 60-70, eh bien, ils ont pris le pouvoir dans 2 pays contigus, la Syrie et l'Irak. C'est le même parti avec la même idéologie, avec les mêmes littératures, etc. Ils se sont entretués parce que Saddam Hussein voulait être le patron et le père de, pas Bachar al-Assad, Hafez al-Assad, voulait être le patron. Ils se sont entretués. Et je n'ai pas arrêté de dire aux gens, mais attendez, si vous voulez qu'il y ait effectivement, si vous voulez la démocratie, pour moi, c'est pas seulement, pour moi arabe, c'est pas seulement le fait qu'il y ait un état de droit, c'est aussi la seule possibilité pour qu'il y ait une intégration régionale. C'est la seule possibilité. Donc, tant qu'il y aura une dictature en Algérie, tant qu'il y aura le régime autoritaire au Maroc, tant qu'il y aura une dictature en Libye ou en Tunisie, oubliez l'histoire du Maghreb. Je crois que la réponse est assez claire. Alors, on va donc prendre vos questions. Je vous demanderai des questions qui soient ouvertes, c'est-à-dire que les autres qui ne sont pas familiers de la région la comprennent, qu'elle ne soit pas forcément tuniso-tunisienne, par exemple. Et puis, l'autre point, c'est que nous donnerons la priorité, évidemment, aux étudiants. Donc, allez-y, on est prêt pour cette discussion avec vous. Je ne sais pas comment le micro passe. Est-ce qu'il y a un micro qui est, je crois, au fond de la salle, c'est ça? Donc, je prends donc, levez-vous si vous voulez, ça sera plus facile. Je peux prendre 3 questions, répondre à 3 questions, ou je réponds à chaque question? Non, on va prendre une question après l'autre. Une question après l'autre, d'accord. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Oui. Alors, oui, donc, ouais, je vous en prie, mademoiselle. Il y a un micro qui est juste ça devant vous, voilà. C'est tellement bien organisé, bravo, Sciences Maroc. Allez-y, commencez, monsieur, et puis ensuite, mademoiselle, oui. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas si on m'entend bien. Si. C'est bon. Ok.
Ok. Bonsoir, déjà, merci à M. Malzouki pour sa présence et sa conférence. Merci à Sciences Maroc pour l'organisation de cette conférence. J'ai une question à poser sur un événement qui s'est passé en Tunisie que je vais, peu après la Révolution, que je vais présenter pour que les gens sachent de quoi on parle. En 2011, il y a l'ancien Premier ministre libyen, Bahdadi Mahmoudi, qui s'est échappé de Libye à la suite des événements en Libye et qui a rejoint la Tunisie où il a été arrêté. Il a été arrêté pour entrée illégale au territoire. La justice tunisienne a finalement abandonné les poursuites contre lui et a décidé de le mettre en détention provisoire parce que la Libye avait demandé son extradition. Le président par intérim, Fouad Mbaza, avait d'abord exprimé son désaccord en expliquant qu'on n'extraderait pas M. Mahmoudi tant qu'il n'y aurait pas des garanties d'un procès équitable en Libye. À l'occasion d'une visite d'État en janvier 2022, vous avez exprimé la même position en disant qu'il n'y aurait pas d'extradition, sauf dans le cas où on aurait les garanties d'un procès équitable. M. Mahmoudi, en juin 2012, a été extradé sur les ordres du gouvernement tunisien et vous êtes exprimé le jour même, avec un communiqué de presse de la présidence, vous avez exprimé votre désaccord, exprimé votre colère contre cette extradition que vous n'avez pas autorisée. Ma question, c'est comment dans un État, l'État tunisien, comment il se peut que le gouvernement puisse autoriser l'extradition alors que le président de la République a exprimé son désaccord? Quelles leçons on peut tirer de ces événements et éventuellement quelles sont les mesures que vous avez prises pour que l'autorité du président ne puisse pas être sapée comme cela? Merci. Oui, bon, quand vous avez commencé à parler de Mahmoud, je me suis dit, ça y est, c'est parti pour... Oh là là, qu'est-ce que j'ai souffert de cette histoire. Alors, lui, c'est un homme correct, parce qu'il a dit, effectivement, etc. Mais en général, les autres, c'est, ouais, vous êtes un militant des droits de l'homme, et vous avez extradé, etc. Alors que j'ai répété 100 millions de fois que j'ai jamais extradé cet homme, qu'au contraire, je me suis opposé à ça, etc. Bon, alors, comment je peux répondre à cette affaire? C'est important ce qu'il a dit pour ceux qui ne connaissent pas, parce que j'ai été attaqué, vous n'avez aucune idée de la bassesse avec laquelle j'ai été attaqué du matin au soir pendant 3 années de mon mandat. On m'a attaqué surtout, notamment cette histoire en racontant que, alors je ne vous dis pas, ils ont raconté que j'étais ivrogne. Il y en a un qui m'a même raconté, il a dit en télévision, qui m'a vu à Paris titubant ici, complètement ivre. Vous n'avez pas idée de ce qu'on peut raconter sur un homme politique quand on veut le détruire. Et ça, c'est le côté sale de la politique. Et la contre-révolution en Tunisie est d'une saleté absolument abjecte. Ils ont fait la même chose avec Morsi. C'est la même technique. Morsi aussi, ils l'ont sali de façon incroyable. Et c'est pour ça que je dis que la prochaine fois, quand il y aura une révolution, ces types-là, ils vont en baver. Parce que tout le monde a compris à qui on a affaire. Donc, je n'ai pas extradé Mahmoud et tout ça. Il y a eu la plus grosse crise de ma présidence. J'avais écrit ma lettre de démission dans l'avion qui m'a ramené de la zone militaire où j'étais, parce qu'ils avaient fait ça derrière moi. Et effectivement, ça allait exploser. Le gouvernement, la présidence, et j'ai mis 3 jours pour me calmer, après avoir compris que très probablement c'était un piège. C'était pour qu'effectivement je démissionne. Le responsable de cette affaire-là, c'était le chef du gouvernement islamiste là, qui s'appelle Hamadi Jebeli. Il l'a reconnu lui-même. Et c'était, dans une certaine mesure, pour vous expliquer à quel point aussi gouverner, quand on a essayé de monter un gouvernement d'union nationale, à quel point ça peut être extrêmement difficile, surtout avec des gens qui ne traitent pas avec vous comme un allié, mais comme un rival. Donc c'est effectivement, c'est une des questions les plus pénibles de ce... C'est pas la personne de Mahmoud ni de... C'est vous dire à quel point, d'abord, le combat politique peut être sale. On utilise toutes les armes possibles, c'est tout sauf un truc de chevalier. Et aussi à quel point, lors d'une révolution, il peut être difficile de concilier des forces politiques. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé en 2011 ? En 2011, il y a eu des élections
libres et honnêtes pour la dernière fois, qui ont donné une majorité aux islamistes, qui n'étaient pas capables de gouverner tout seuls. Les laïcs, donc mon parti et le parti de Mostra Ben Jafar, ne pouvaient pas gouverner tout seuls. La seule façon, c'était de faire un gouvernement d'union nationale sur la base d'un certain nombre de choses. Et on a été tout simplement trahis. Je vous rappelle que Rajid Ghannouchi a demandé, donc en 2014, de voter pour le chef de la contre-révolution contre moi. Bon, mais ça, c'est quelque chose. Ça aussi, ce genre de trahison a été responsable donc, de la catastrophe en Tunisie. Voilà. Alors, prochaine question. Je vous demanderai aussi d'être dans les perspectives plutôt que. Oui. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup d'être là. Donc, vous nous avez dit que le problème n'était pas nécessairement entre sécularisme et islamisme, mais c'est plutôt démocratie contre la non-démocratie. Mais nous voyons il y a une désillusion avec la démocratie, clairement, dans le pays. Et ne pensez-vous pas que le problème serait tous contre crise économique? Et nous avons vu que la démocratie nous a laissé, nous, Tunisiens, avec, comme vous le dites, un malade mental. Donc, que pensez-vous de cette idée d'illuminés politiques, pas nécessairement élus démocratiquement, mais qui va vraiment passer passer ces politiques budgétaires nécessaires, mais qui vont faire mal au pays sur le court terme, mais qui va aboutir à une amélioration de la situation économique qui est, en fin de compte, aujourd'hui, le problème majeur du peuple, parce qu'on voit qu'il n'y a pas tellement de résistance contre cette érosion démocratique, en fin de compte. Merci. Oui, très rapidement, effectivement, la ligne de partage, moi, c'est ma conviction depuis les années 90. La ligne de partage ne passe pas entre islamistes et laïcs. C'est vraiment la chose qui nous a fait le plus mal et qui nous a fait le plus perdre de temps. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des laïcs, des amis à moi, dans la Ligue des Tunisiens des droits de l'homme, quand j'étais à l'époque, ils me disaient, mais laisse tomber, c'est des islamistes. La dictature va nous en débarrasser. Mais je leur dis, mais bon d'idiots, mais une fois qu'il s'en a débarrassé, il va se débarrasser de nous. Et c'est là que j'ai compris à quel point vous avez des laïcs, mais qui sont pour la dictature. Or, moi, je suis contre la dictature, donc je m'en fous que vous soyez progressiste, moderniste, etc. Moi, mon problème, c'est la dictature. C'est en finir avec la dictature, parce que je sais que, encore une fois, la démocratie, c'est la dignité, c'est le peuple de citoyens, c'est l'unité maghrébine, etc. Mais il ne faut pas croire non plus que les islamistes, eux aussi, ils ont un très large spectre où vous avez des fascistes, les salafistes, etc. C'est la pire racaille. C'est des gens qui sont contre les femmes, contre les occidentaux, contre les juifs, contre tout. Mais évidemment, ce sont des islamistes, mais ce n'est pas avec ceux que je vais faire. Donc, pour moi, la chose fondamentale, c'était de créer des groupes, des démocrates, en oubliant leur affiliation. Alors j'avais des laïcs, des amis à moi qui me disaient « Ouais, mais qui te dit que les islamistes, soi-disant, qui ont accepté la démocratie, sont des vrais démocrates ?» Et je dis « Pourquoi veux-tu que je me méfie plus de ces gens-là que des gens de gauche qui ont été des pro-Saddam, qui ont été des pro-Staline et qui aujourd'hui se disent démocrates ?» Donc il n'y a pas de raison. Et aujourd'hui, c'est encore une fois, en Tunisie, la Tunisie est encore toujours victime de ce truc entre laïcs et malheureusement, ça aussi, c'est la formation française. Je veux dire que si nos intellectuels avaient été formés à l'école anglo-saxonne, ils auraient peut-être une autre différence. Ça, c'est l'influence négative, cette fois-ci, de l'esprit français. Voilà, il y a les laïcs, puis tout le reste. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Aujourd'hui, ce que nous avons besoin en Tunisie, c'est des démocrates, qu'ils soient laïcs ou islamistes, contre les autoritaires, qu'ils soient laïcs ou islamistes. Donc ça, pour moi, c'est une position de principe, je ne l'ai jamais quittée, et aujourd'hui, je continue à l'adopter. Maintenant, vous avez posé implicitement, je voudrais accrocher sur cet implicite que vous avez dit, c'est que, bon, pourquoi est-ce que les gens, la démocratie, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, elle n'est pas... On a l'impression, ça aussi, c'est des racontards, ou le catastrophisme en disant « oui, les gens ne veulent plus de démocratie, etc. » Les gens veulent de la démocratie. Simplement, et c'est ça ma découverte, ils sont contents d'avoir les droits de l'homme, d'avoir l'état de droit, etc. Mais ça ne suffit pas.
là où ça c'est l'économie. C'est l'économie qui a été. Or, qu'est-ce qui s'est passé pour l'économie? La révolution a amené une instabilité politique invraisemblable. C'est-à-dire que moi, pendant mes 3 années, j'ai nommé 3 premiers ministres. 3, c'est-à-dire un premier ministre tous les ans. Après, en quittant le pouvoir en 14, je me suis dit, bon, maintenant, monsieur Khaït Sebsi, il a une majorité parlementaire, il a été élu, donc nous allons avoir un gouvernement pendant les 5 ans. Il a eu 3 gouvernements. Ensuite arrive ce monsieur, 3 gouvernements. Nous sommes actuellement à 9 gouvernements en l'espace de 11 ans. Or, l'économie ne peut pas supporter. L'économie ne peut fonctionner que lorsqu'il y a un système politique stable. C'est l'instabilité politique qui a fait que l'économie actuellement ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'investissement extérieur, il n'y a pas d'investissement intérieur, il n'y a rien. Et les gens souffrent de la misère. Donc la révolution a apporté la démocratie et elle a apporté avec elle l'instabilité. Mais cette instabilité, je dirais, je ne vois pas comment on peut l'éviter. Et c'est pour ça que je dis qu'encore une fois, nous sommes dans un processus. 10 ans, ce n'est pas grand-chose pour un pays, mais pour un individu lambda, c'est beaucoup. Mais il n'y a pas de solution. Il faut que nous stabilisions le pays. Mais il faut le stabiliser dans la démocratie. Il ne faut pas le stabiliser dans la dictature. Parce que là, on revient au point de départ. Et là, on aura perdu tout et le reste. Oui, une question, je crois, au fond, s'il y a un micro qui... vous voulez avancer vers le micro dans l'allée centrale. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur le Président. Ma question est la suivante. Pensez-vous que des pays qui n'ont pas connu de révolution, je pense particulièrement au Maroc ou encore à la Jordanie, doivent s'attendre à une sorte de révolution, j'allais dire, inéluctable? Merci. En 2012, moi j'ai beaucoup apprécié la finesse avec laquelle les autorités marocaines, notamment le roi, a réagi. C'est-à-dire que, si vous voulez, le roi du Maroc a eu exactement l'attitude inverse de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad s'est dit « niet, 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 niet ». On tire sur la foule, il n'y a rien à voir. Allez, circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas de révolution. Et le pays a été détruit. Le Maroc, le roi du Maroc a réagi de façon plus fine, en disant « ok ». Donc il a accepté de modifier la Constitution, il a accepté des élections qui ont amené des islamistes au pouvoir. Et ici, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a un gros malentendu sur le fait que les islamistes ont été portés au pouvoir, que ce soit en Égypte, en Algérie, partout pareil. Les gens s'imaginent que, les Occidentaux s'imaginent que les gens votent islamistes parce qu'ils sont pour la charia. Et la charia, ils s'en foutent, ils ne connaissent même pas. C'est pas ça parce que c'est le dernier souci. Ils votent pour les islamistes parce que les islamistes ont acquis pendant ces 20 dernières années la notion de victime et de gens propres. La grande illusion et la grande soif de tous nos pays, c'est des régimes propres, parce que nous souffrons de la corruption de façon générale. Donc les gens votent pour ces gens-là parce qu'ils imaginent qu'ils sont non corrompus. Et l'épreuve du pouvoir montre que les partis islamistes sont comme tous les partis du monde. Il y a des corrompus, des non corrompus, il y a des capables, des incapables, etc. Et les gens reviennent progressivement à des attitudes politiques différentes. Donc je ferme cette parenthèse pour l'histoire de pourquoi est-ce que les gens ont voté islamiste. La preuve, au Maroc, ils ont perdu le pouvoir. En Tunisie, ils reculent tout le temps. Et je ne suis pas sûr que les gens gardent encore cette image de partis islamistes non corrompus. Au contraire, maintenant, de plus en plus, notamment en Tunisie, c'est le parti islamiste, le parti Ennahda, c'est un parti cynique, un parti de combination, etc. Donc maintenant, pour savoir, la Jordanie aussi, ils ont fait la même chose. Le roi de Jordanie a fait des... Donc ce sont des gens qui ont, je disais, la stratégie de l'édredon. Donc voilà, coup de poing, l'édredon. Donc ils ont absorbé cette attaque et ils ont fait des... OK. Or, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Maintenant, c'est que les fondamentaux dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir l'effondrement de la classe moyenne, à savoir l'arrêt de l'ascenseur social, à savoir la crise économique, etc., ben, sont tous là. Donc on a peut-être reculé des échéances, mais ces échéances, ils vont se rappeler au bon souvenir de tout un chacun, que ce soit le roi du Maroc ou le roi de Jordanie. Moi, je souhaite qu'on évite cela, je souhaite qu'il y ait des réformes, mais là, ce que j'ai observé, par exemple, au Maroc, c'est qu'une fois que toute cette affaire-là une fois qu'on a commencé à dire « printemps arabe, c'est fini, il n'y a plus de danger, etc. », hop, on revient aux anciennes habitudes.
plus en plus de journalistes marocains qui sont emprisonnés. J'ai écrit au roi, que j'ai connu personnellement, pour lui demander la grâce d'un certain nombre de journalistes. Ben non, il n'y a rien. On revient au... Et ça, je trouve ça très, très dommageable. Je pense que le Maroc aurait vraiment gagné à rester sur cette ligne de réforme et pas se dire, bon, ben, ça c'est une parenthèse, on la ferme et on revient en business as usual. Non, pas business as usual, c'est plus possible. Voilà. Donc, il faut attendre les surprises. Oui, finalement, les deux dernières questions étaient énormément sur l'ordre économique ou l'instabilité politique ou des choses comme ça et quel choix faire. Oui, mais rapprochez-vous d'un micro si vous pouvez. Merci. Bonsoir. Alors, moi, ma question, ça va être toujours sur le sujet du Maroc, tant qu'on est dans le cadre de Sciences Maroc. Vous m'entendez bien? Oui, là, on vous entend. Monsieur Marzouki, vous avez dit dans un article dernièrement que le rôle de la Tunisie est de pacifier le conflit entre le Maroc et l'Algérie, pas de l'envenimer. Et d'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent pas, après les attentats terroristes en Tunisie, le roi du Maroc était l'un des premiers leaders qui ont visité la Tunisie et il a fait ses vacances là-bas. Maintenant, ma question est principalement, quels sont les nouveaux motifs qui donnent les nouveaux motifs de ce nouveau gouvernement de supporter un régime qui n'est pas légitime? Qu'est-ce qui a changé que ce nouveau gouvernement il donne de la place à un régime qui n'a aucune légitimité internationale? Merci. Attendez, je n'ai pas compris. Quel est le régime qui doit te supporter? Je n'ai pas compris. Le président actuel tunisien, il a invité le Front Polisario lors de... Vous parlez du président du Polisario? Non, le président tunisien actuel. Oui. La relation entre la Tunisie et le Polisario actuellement. Oui. Oui. Quels sont les nouveaux motifs? Parce que ce n'était pas le cas pendant de longues années. D'accord. Oui, d'accord. Ok, j'ai compris votre question. La politique de la Tunisie a été toujours, dans la question du Sahara occidental, de chercher à rapprocher les points de vue, d'éviter de prendre un camp contre un autre. Ça a été la politique de toujours, et c'est une politique sage, et c'est celle-là que j'ai maintenue. C'est-à-dire que pendant les 3 années, j'ai vraiment fait le va-et-vient. Je suis allé plusieurs fois à Alger, à Rabat, en essayant par tous les moyens de rabibocher. Ça n'a jamais marché, encore une fois, à cause du fait qu'il faut que ce soit des régimes démocratiques. Basta, tout le reste, c'est donc vous avez un régime non démocratique, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous imaginez, par exemple, que l'Union européenne, entre la France gaullienne et un État nazi-allemand? Bien sûr que non. Ça ne peut pas marcher. Quand est-ce que l'Espagne a pu effectivement intégrer l'Europe? C'est quand elle s'est débarrassée de Franco. Donc pour moi, aujourd'hui, la chose est claire. Il faut d'abord démocratiser nos États et ensuite on parlera du Maghreb. Sinon, tout le reste, c'est du blablabla. Maintenant, pourquoi est-ce que Kais Saïed a reçu le chef de Polisario? C'est parce que Kais Saïed, actuellement, s'est mis sous la protection de l'Algérie. Aussi simple que ça. Il a besoin de gens qui le soutiennent, et il a trouvé que l'Algérie est capable de... Et donc, il lui donne ce qu'elle veut. Maintenant, est-ce que c'est une politique sage pour le Maghreb? Non. Est-ce que c'est une politique sage pour la Tunisie? Non. Est-ce que c'est une politique payante pour le Kais Saïed? Non. Parce que le jour où il sautera, ce n'est pas l'Algérie qui va le sauver. Il partira, il fuira comme Ben Ali. Ben Ali, ce n'est pas la France qui l'a sauvé. Vous vous souvenez que la veille ou quelques mois avant, enfin pas quelques mois avant, il y avait ici une ministre des Affaires intérieures, je crois, qui avait dit que la France était prête à envoyer des armes pour la police, pour mater, etc. Hein? Comment ça s'appelle? Donc, oui, la France n'a rien pu faire pour Ben Ali. Il est parti. L'Algérie ne fera rien pour cet homme quand il partira. Alors, je vois que ça troupe autour du micro, donc... comment vous voulez qu'on procède? On prend plusieurs questions à la suite? Non, ou on préfère à limiter? oui. D'accord. Allons-y. Alors, bonsoir, monsieur Marzouki. Alors, vous êtes un ancien chef d'État, vous avez côtoyé de nombreux politiciens issus de différents bords politiques. Vous avez confronté, entendu différents points de vue différents au sein du Maghreb, mais aussi au sein du monde arabe. C'est pourquoi c'est à vous que je pose cette question qui ne cesse de traverser l'esprit de beaucoup de Marocains. Alors ma question est la suivante. Pourquoi aujourd'hui le Maroc est toujours autant refoulé par ses voisins les plus proches qui ne le soutiennent en rien?
Je vais vous citer quelques exemples d'événements qui se sont déroulés. Soyez brève, hein, il y a d'autres questions après. Oui, Hein. qui se sont déroulés juste récemment et seulement récemment. Le chef du Front Polisario a été reçu par la Tunisie comme s'il s'agissait d'un État lambda et légitime. L'Algérie continue à fournir des armes et soutenir l'organisation terroriste du Front Polisario. Oula. Les joueurs marocains voulant participer au CHAN 2023 ont été refoulés à la frontière algérienne et à cela nous pouvons ajouter des chants racistes dénigrant le peuple marocain scandé et ce qui présente une xénophobie décomplexée au monde. Il faut abréger là. Alors oui, pour certains de ces événements, des justifications ont été accordées, et par vous aussi d'ailleurs, mais elles ne sont pas suffisantes et convaincantes pour légitimer ce rejet qui ne cesse de s'accroître et qui a toujours existé. Donc je veux vraiment comprendre quel est le problème avec la marocanité, essayer de résoudre cette énigme, car pour aller de l'avant, il faut d'abord songer à réparer ce qui est cassé près de chez soi. Ah, il y a des soutiens dans la salle en plus. Ah non, vous êtes à côté de la plaque là. Quand vous dites la Tunisie, etc. C'est pas la Tunisie encore une fois. C'est un président illégal qui a fait un putsch. Il représente. Attendez, laissez-moi. Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette histoire de Maroc, etc. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé au jeu au mondial? Mais vous avez toute la nation arabe qui était derrière le Maroc. Moi, j'ai pris le drapeau marocain. Attendez, vous confondez plusieurs registres. Les attitudes des États, et puis ensuite les États de population. Les Saoudiens ont dansé dans les rues, les Algériens ont dansé dans les rues pour le... Et qu'est-ce que vous racontez, là, vos histoires? Je pense que c'est plutôt vous qui jouez avec les mots. Vous êtes à côté de la plaque. Je suis désolé de vous le dire. Encore une fois, c'est pas contre le Maroc. Je vous dis encore une fois, moi j'ai vu une joie invraisemblable. Les Algériens, les Tunisiens, comme ça. L'amour que la nation avait pour le Maroc, qui a éclaté, est extraordinaire. Et puis vous venez me dire la Tunisie a reçu. Non, c'est pas la Tunisie qui a reçu. Ce qui a reçu, c'est un président putschiste et qui va repartir. Et les relations avec le Maroc. Écoutez, vous savez très bien toutes les déclarations que j'ai faites. Non, écoutez, il faut absolument remettre votre logiciel dans le bon endroit. Alors, comment expliquez-vous votre réception, votre refoulement également du prince Moulay Hicham pendant votre mandat politique? J'ai pas compris. Voilà. Donc, c'est pas grave. Le refoulement, c'est pas moi qui l'ai refoulé. Enfin, c'est encore une fois ce président putschiste. Moulay Hicham est un homme que je connais, que je respecte, que j'ai connu, qui a fait sa thèse sur le printemps arabe, qui m'a demandé plein d'informations, etc. Évidemment, c'est pas la Tunisie, c'est encore une fois ce président de putschiste. Je crois qu'on a répondu à votre question et on va prendre la prochaine. Je pense qu'il y a une réponse assez claire et c'était l'amour du Maroc pendant le mondial, mais l'amour des mères marocaines aussi, et même le drapeau palestinien qui a été brandi de nombreuses fois par les joueurs marocains, ce qui était aussi très intéressant. Exactement, je suis d'accord avec vous. Mais moi, je me suis recentrée sur le Maghreb. C'était pas le monde arabe, donc je me suis dit que le président, avec son expérience, pouvait avoir une réponse, mais c'est pas grave. On vous aime, je vous dis, on vous aime. Arrêtez. En tout cas, votre réponse montre les travaux à faire encore dans cette région. On vous aime. Merci pour votre question. Voilà, question brève, monsieur aussi, parce qu'il y a d'autres personnes derrière. Bonsoir, monsieur le Président. Merci de votre présence ce soir et de ce que vous nous avez dit. Ma question, elle est simple. C'est en tant que personne politique, politique éminent de votre pays, juste après une révolution, est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce qu'on construit un destin politique, une idée politique après une révolution? Comment est-ce qu'on s'empare de la volonté, entre guillemets, du peuple? Comment est-ce qu'on construit vraiment les fondements d'un nouvel État démocratique, libéral, un nouveau logiciel politique à partir, entre guillemets, des ruines d'un ancien? Merci. Oui, écoutez, moi, la plus belle expérience que j'ai faite pendant ces 3 années, c'est l'écriture de la Constitution tunisienne. Parce que pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment fier d'être tunisien. Je vous garantis que c'était la première fois. Pourquoi? Parce que j'ai vu un peuple de philosophes. J'ai vu l'écriture de la Constitution a été un truc incroyable qui s'est passé dans aucun pays du monde, probablement en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de réunions au sein du Parlement, dans les différentes circonscriptions du pays. Tout le monde a participé à la...
il y a eu des centaines et des centaines de ce qu'on appelle en anglais des hearings, c'est-à-dire qu'au niveau du Parlement, on a entendu tout, les représentants des handicapés, les représentants de ceci, les représentants de cela, les représentants des partis politiques. Ça a été un débat absolument incroyable qui a duré à peu près pendant 10 ans, et on a écrit une constitution, et on s'est battu mot par mot. Je ne vous dis pas le mot charia, qu'est-ce qui m'a coûté comme soirée, avec notamment Raj Ranouch et pour les convaincre que ce mot ne doit pas exister, etc. Donc c'est là que j'ai senti que nous étions vraiment un proto-peuple de citoyens. Ce n'est pas un proto-peuple, c'est encore pas ça. Donc, la constitution de l'État démocratique, ce n'est pas un génie qui vient et qui impose, c'est de s'impliquer, de s'imbriquer dans cette espèce de génie collectif ou de raison collective qui fait qu'effectivement, à un moment donné, vous pouvez faire quelque chose. Et nous avons créé une belle constitution, des institutions aussi indépendantes, et tout a été détruit. Il a été détruit probablement parce que nous avons péché par optimisme, parce que nous avons considéré... Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu un veto régional. L'Algérie, l'Arabie, les Émirats arabes unis, etc. Il y a eu un veto, il y a eu une crainte. Même les Russes se sont mis... Vous croyez que les Russes ils sont partis en Syrie comme ça par hasard? Les Iraniens, tout le monde a comploté pour que justement cette révolution arabe soit étouffée. Parce que cette constitution de l'état de droit que nous expérimentons en Tunisie les effrayait. Mais je vous garantis, ce n'est que partie remise. Monsieur, je vous en prie, bonne soirée. Bonsoir. Président, monsieur Marzouki. On ne vous entend pas très bien. Bonsoir, monsieur. Nous vous remercions pour votre présence. Et donc, j'avais deux questions. L'une concernant la politique de la France vis-à-vis du Maghreb et notamment de la Tunisie. Que pensez-vous de celle appliquée en ce moment, notamment les critiques de soutien à Kais Saied qui ont été adressées au président Macron à l'occasion notamment de ses propos durant le sommet de l'OIF à Djerba. Et quelle devrait être, selon vous, la politique de la France, alors qu'on sait la France plus préoccupée par l'obsession de la stabilité et l'impératif de réprimer l'immigration que par un souci d'attention vis-à-vis des expérimentations démocratiques. Et secondo, quelle serait une alternative politique aujourd'hui en Tunisie à Kais Saied, et que pensez-vous de la viabilité du projet politique porté par le Front du Salut National, et à quelles conditions aussi réaliser cette unité? Oui, bon, deux questions. La politique de la France, c'est la politique des États occidentaux. Depuis 20 ans, et elle ne change pas. Appui franc et massif aux dictatures arabes. Ne perdez pas votre temps. Clair et net. La révolution a été pour eux quelque chose de très suspect, parce que d'abord, ils ne s'y attendaient pas. Ensuite, parce que qu'est-ce que c'est que ces révolutions où il y a des islamistes qui arrivent au pouvoir, etc. Alors, les raisons pour lesquelles les États démocratiques occidentaux appuient les dictatures arabes sans le moindre problème, parce qu'en fait, ça les sert. Les États occidentaux considèrent que ce qui est important pour eux, c'est ce qu'ils appellent la stabilité. J'ai beau expliquer, attendez, c'est une fausse stabilité, parce que c'est la stabilité du volcan qui va exploser. C'est pas ça la stabilité. Ah non, 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 pour eux, c'est la stabilité. N'oubliez pas que ces démocraties occidentales sont mues par des hommes politiques dont la vie politique est très brève, maximum 10 années pour être président, etc. Donc ce qui les intéresse, c'est le court terme. Donc le court terme, c'est la stabilité. Peu importe la patate chaude qui refile aux générations d'après. Donc la stabilité, les marchés. N'oubliez pas que le marché juteux, incroyable d'armes avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte, etc. Donc les marchés. Puis ensuite la reconnaissance d'Israël. Ils savent très bien que des États démocratiques arabes n'accepteront jamais de laisser tomber les Palestiniens, etc. Donc que ce soit les Américains, les Français, les Anglais, tout ce que vous voulez, appuient aux dictatures arabes. Et les gens comme moi, n'oubliez pas que moi, ça fait 10 années que je vis en France ici. C'est la première fois que je suis invité dans ce genre de cénacle. Alors qu'aux États-Unis, j'étais invité, je ne sais pas combien de fois, des dizaines de fois, pour parler dans les universités. Ce n'est pas un hasard. Pas un hasard. Bon. Donc, pour moi, nous ferons la démocratie, non pas avec l'aide des pays occidentaux, mais contre eux. Aussi simple que ça. Alors,
Est-ce que, quand je parle des gouvernements, je ne parle pas des peuples, je parle des sociétés civiles occidentales, sont nos amis. Si je suis ici, c'est grâce à une certaine Madame Virginie Allais-Desfontaines, qui a fait un comité spécial pour ma libération quand j'étais empêché de partir, etc., etc. Si je suis encore vivant, c'est grâce à Amnesty International, à Human Rights Watch, à cette dame, et à plusieurs. Donc, les démocrates arabes ont des alliés, mais ce sont les sociétés civiles occidentales et pas du tout les gouvernements. Donc ça, c'est pour moi, c'est une équipe. Je raconte toujours cette scène de l'arrivée de François Hollande en visite officielle en Tunisie. Il est arrivé le lendemain du coup d'État en Égypte. Mais je lui dis, écoutez, dans la voiture, je dis, Monsieur le Président, comment vous allez réagir à ce coup d'État? C'est ça. Il était très mal à l'aise, il ne voulait pas répondre. Oh, vous savez. Mais attendez, je lui dis, mais c'est le premier État démocrate, c'est le premier président depuis 5000 ans dans ce pays. C'est la victoire de la démocratie, etc., etc. Et là, c'est un coup d'État militaire. Oh, vous savez, c'est pas compliqué. Jamais, ils n'ont condamné. Et il est reçu partout, aux États-Unis, alors que c'est un assassin de grande classe. Partout, il est reçu, Ibn Zayd, Ibn Salman, etc. Donc moi, j'ai fait mon deuil totalement du fait que les gouvernements occidentaux peuvent aider la démocratisation. Voilà, les raisons, je les ai avancées. Maintenant, l'alternative politique en Tunisie, surprise, je vous ai dit qu'il faut vous attendre aux surprises, je ne sais pas. Le processus étant, voilà, la marmite est en train de chauffer, je ne sais pas ce qui va s'en sortir, quel genre de soupe va en sortir. Je peux vous dire que tout le monde actuellement est en train de travailler pour l'alternative et qu'elle sera très probablement pas très lointaine. Voilà. Merci à vous. Prochaine question. Bonsoir, monsieur. I'm going to ask my question in English, if that's okay. Ah, il y a une question de ce côté. Je regarde tout par là. Je vous en prie, donc on va alterner, effectivement. Bonsoir, Monsieur le Président. On prendra les 4 dernières questions que vous en pensez, puis après on clora. D'accord. Donc c'est peut-être une question un peu plus légère, mais vous parliez du printemps arabe, et vous disiez que ce n'était pas fini, mais est-ce qu'on pourrait peut-être aussi essayer de redéfinir quand est-ce que ça a commencé? Parce qu'on prend souvent 2011 comme le point de départ, mais est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le congrès du 17 juin 1913 à Paris, le congrès arabe de Paris de 1913 comme le début, et finalement toute l'histoire des nations arabes n'a été que finalement une tentative de renouvellement et de changement, et finalement aujourd'hui nous serons finalement dans une forme de période un peu molle de transition vers une nouvelle transition et un nouveau changement de société dans le monde arabe, ou est-ce que vous pensez que c'est un peu surexploiter cette idée, ou est-ce que vous pensez que ça pourrait être cohérent de considérer le fait que le printemps arabe a commencé il y a 100 ans et qu'il n'est pas prêt de finir? Vous avez tout à fait raison, et j'aime beaucoup cette façon de présenter l'affaire, parce qu'effectivement, on oublie ça. On oublie que ces événements ne sont que une partie d'un long processus. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion pour parler de ce printemps arabe. Mon Dieu, qu'est-ce que je n'aime pas ce concept. Je n'ai pas arrêté de dire partout, arrêtez de parler de printemps, parce que ça a été... Allez raconter à un Syrien actuellement, allez raconter aux 6 millions de Syriens qui sont dans les camps, que ça a été un printemps. Allez raconter aux Yéménites que c'est un printemps. D'ailleurs, vous savez que ce mot a été inventé par les Européens. C'est pas un mot arabe. Ça a été inventé par les Européens en fonction de leur histoire, le printemps de Prague, le printemps de Paris, etc. Mais moi, j'ai toujours refusé ce terme. Je parle toujours de volcan arabe, parce que l'image est... Les volcans, c'est dramatique, il y a des morts, il y a des catastrophes, etc. Et les volcans, vous savez très bien que c'est toujours des forces destructives, mais qui sont en train, préparant les meilleurs sols, etc. Donc, pour moi, c'est ça ce qui s'est passé, les révolutions démocratiques arabes. Vous avez tout à fait raison, c'est vrai qu'elle n'a pas commencé en 2000. Ça a commencé, si vous voulez, ce qui a mis le feu aux poudres, c'est évidemment le suicide de Bouazizi. Là, vous vous souvenez de ce suicide de Bouazizi le 17 décembre. Moi, quand j'ai appris ça, je ne sais pas si c'est ma femme qui m'avait... Je ne sais plus comment j'ai appris ça, mais je me suis dit, quel malheur. Mais c'était le 9e suicidé par cette... Donc, il y avait avant lui 9 personnes... Non, il était le 10e, 9 personnes qui se sont suicidées de la même façon. Ça n'a pas bougé. Et avant lui... Avant 2010, il y a eu les événements du bassin minier. Ça a été une révolution,
un tout petit peu une révolution. 2008, je me souviens très bien qu'on s'était beaucoup mobilisé pour cette révolution. Et ensuite, plus loin, il y a eu 1984, la révolution du pain. Là aussi, on a tiré sur la foule est sortie. Et avant, etc. Donc, c'est de très très longs processus. Mais ce long processus, c'est quoi? Quel est l'objectif de ce processus? C'est encore une fois la transformation extrêmement pénible, extrêmement difficile d'un peuple de sujets en peuple de citoyens. Alors, qu'est-ce que c'est que pour moi un sujet et un citoyen? Pour moi, les sujets, ce sont des gens qui renoncent à leurs droits, qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs, pourvu qu'on leur assure le minimum. Alors que les citoyens, et pour moi le peuple français, j'admire le peuple français parce que je considère que c'est un peuple de citoyens, ce sont des gens qui refusent qu'on touche au moindre de leurs droits, mais qui s'acquittent de leurs devoirs. Nous sommes dans cette phase de transition extrêmement complexe et difficile où on voit la transformation des Tunisiens, des Marocains, des Algériens, etc., de peuples soumis à l'autorité etc., en peuple de citoyens. Et concomitamment, la transformation de l'État, qui est actuellement une machine à distribuer l'inégalité, à distribuer l'injustice, à distribuer la souffrance, etc., en une machine qui travaille pour l'ensemble de la société et qui n'est pas actuellement la machine de l'État est tenue par des minorités brutales, des minorités stupides, des minorités sans foi ni loi, qui utilisent l'État pour leur propre profit. Donc le processus, c'est cette transformation d'un peuple de sujets en peuple de citoyens et d'un État qui est aux mains d'une minorité à un État qui est aux mains de la majorité, qui est au service de la majorité. C'est un processus historique extrêmement long, extrêmement difficile, extrêmement complexe, extrêmement dangereux, mais on y est. Et je vous garantis que pour moi, je suis un catastrophiste positif, c'est-à-dire que je dis que, au contraire, tout ce que nous faisons actuellement, c'est d'accélérer ce processus. Alors de ce côté-ci, bonsoir monsieur. I'm going to ask in English if that's okay. I'm going to speak in English. Yeah, you can ask your question in English. So there's a current narrative going on right now that le GTT, which is the leading labor union, is seeking to launch another national dialogue, similar to the one happening in 2014 with some auxiliary actors in the political ecosystem and outside of it. And first question would be, how do you actually assess the national dialogue right now, almost a decade after that it happened? And the second question would be, how feasible is it, or how wise is it, to try to enact political reform based on structures that existed in a very specific time during the transitional democratic period? Can we even seek political reform in that way? Bon, dialogue national entretenu par le GTT, c'est du pipeau. It won't work. It won't work because first the president, the current president, he's not accepting any dialogue with anybody. This is the first reason. The second reason is probably that the opposition also doesn't trust the UGTT. We don't trust the UGTT. The UGTT was part of the counter-revolution. This is why it's not going to play any role in the future. This is my answer. Thank you so much. Et on va alterner du côté droit. Je regarde plutôt vers la gauche, mais là, je vais regarder vers la droite. J'en prie, allez-y, monsieur. Okay. Alors, bonjour, monsieur Marzouki. Merci beaucoup pour votre discours. Je m'adresse à vous parce que j'ai trouvé très intéressant que vous avez beaucoup parlé de droits humains, mais en même temps, pendant votre gouvernement et encore maintenant, les gens LGBT en Tunisie sont mis en prison et c'est même illégal d'être gay. Alors, il y a une persécution de ces gens. Et après d'être arrêtés par la police, beaucoup de ces gens ont même subi des examinations qui, pendant beaucoup de défenseurs de droits humains, sont même une façon de torturer ces gens. Comment est-ce que expliquez-vous que les droits humains sont apparemment pas pour ces groupes de gens et pourquoi avez pas vous fait quelque chose en contre de cette persécution de personnes LGBT? Je ne sais pas ce que... J'imagine que vous faites allusion aux droits des minorités sexuelles, c'est bien ça? Oui, des personnes gays. D'accord. Oui. De citoyens tunisiens qui sont gays. Oui. J'ai très bien compris. Moi, je me suis, pendant ma présidence, j'ai veillé à ce qu'il n'y ait aucune discrimination contre qui que ce soit. Et je vous garantis que quand
mes premières décisions, ça a été fondamentalement donc d'arrêter tous les processus de discrimination contre les islamistes, contre les femmes, contre etc. Et il y a eu les histoires à un moment donné, il y a eu les histoires de certificats où on obligeait un certain nombre de gens à avoir un examen humiliant, etc. Et je m'étais absolument opposé. J'ai dit il n'en est pas question. Mais je dois être franc avec vous. C'était pas notre première priorité. Notre première priorité, c'était le terrorisme, on tuait nos soldats. La première priorité, c'était les manifestations et les grèves dans les pays. C'était ça notre première. Donc je ne sais pas si par la suite, ce n'était plus la révolution qui était au pouvoir. Ce qui était au pouvoir, c'est la contre-révolution. Et la contre-révolution, elle est homophobe, elle est anti-femme, elle est anti-juif, anti-occidentale, etc. Tout ce que vous voulez. Et ça, c'est terrible, mais c'est la situation actuelle. Merci à vous. Oui, sur ce sujet, il y a une pièce de théâtre, Flagranti, qui avait été jouée au printemps à Tunis, que je vous invite à voir, ou en tout cas à essayer de retrouver la pièce, parce qu'elle était extrêmement passionnante sur ces questions de droit que les personnes LGBT pouvaient acquérir, notamment par rapport à ces questions de fouilles, d'humiliation par la police. Et donc ça s'est joué à Tunis au printemps dernier. Hein. Je vous en prie, donc, oui, mademoiselle. Et, je vous en prie, oui. Votre Excellence, estimé professeur, chers camarades, bonsoir. Ce soir, on a parlé du monde arabe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord comme une région unie non seulement sous l'égérie de la langue arabe, mais aussi unie par un espoir, la démocratie. Et ma question, c'est, Monsieur le Président, est-ce que vous pensez que la démocratie et ses valeurs sont compatibles avec une monarchie, par exemple? Avec une monarchie compatible. Bah, écoutez, demandez aux Hollandais. Hein. Bah, apparemment, ça marche. Ils ont une monarchie. Demandez aux Norvégiens, demandez aux Suédois, demandez aux Britanniques. Donc ça marche. Donc c'est pourquoi voulez-vous que ce ne soit pas compatible? Ce qui n'est pas compatible, c'est avec la dictature. C'est différent. C'est-à-dire que vous avez des monarchies constitutionnelles qui ne posent aucun problème. Et quand une monarchie est une dictature, évidemment, ça ne marche pas. Mais ce n'est pas parce que c'est une monarchie, c'est parce que c'est une dictature. Ce n'est pas la même chose. Mais alors, comment vous pensez que les monarchies donc, dans les pays arabes peuvent s'améliorer et aller vers la démocratie? Ben ça aussi, c'est la surprise. Il faut attendre ce processus. Il y a un certain nombre les plus intelligentes vont s'adapter, les autres vont sauter. Oui, mais la surprise, c'est quand même Attention, il y a assez d'autres questions derrière et on déborde bientôt. Donc, Oui, juste un dernier point. C'est juste que la surprise, c'est quand même assez abstrait, pardon. Et est-ce que vous pourriez nous donner juste quelques pistes de réflexion? Parce que aujourd'hui, ce que nous pouvons faire, c'est imaginer le futur. Mais pour l'imaginer, on ne peut pas seulement se dire ce sera la surprise, on va la découvrir plus tard, mais plutôt comment penser à un meilleur futur pour toute la nation arabe? C'est ce que je disais. Je disais qu'il ne faut pas rester sur le catastrophisme, il faut agir, il faut se battre, et il faut garder toujours le même espoir, c'est-à-dire transformer ce peuple de sujets en peuple de citoyens, transformer l'État en État pris par des minorités en État démocratique. Ça, c'est des objectifs, il faut les garder, il faut s'en tenir, et il faut se battre pour. Mais après, vous allez rencontrer parce que les autres vont se battre pour garder leurs privilèges. C'est une bataille qui est en cours, et il y aura des coups, il y aura des pertes. Malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. Le peuple syrien et le peuple yéménite ont payé un prix prohibitif à ce processus de transformation. Moi, je me dis toujours que mais les Européens aussi ont payé des prix prohibitifs. On oublie que l'Europe a eu des dizaines de millions de morts. Les gens actuellement sont focalisés sur les pertes dans le monde arabe. Mais attendez, les gens ont oublié la guerre de 14-18, ils ont oublié ici la guerre de 39-40. Ça aussi, c'était des processus de transformation qui ont coûté énormément. Et nous sommes en train de payer la même chose. Merci, Monsieur Marzouki. Vous nous dites quand vous voulez. On termine avec les 3. Alors, je vous en prie. Et puis, non, il y en a 5, du coup. Enfin, mais je vous en prie, mademoiselle. Bonsoir. Je vous remercie pour votre présence. Et j'ai une question à propos de la diaspora maghrébine, notamment de la jeunesse qui en est issue. Ouais. Et en fait, je souhaite savoir comment la jeunesse franco-tunisienne, franco-égyptienne ou même franco-algérienne, née en France, ayant grandi en France, peut soutenir ou contribuer aux révolutions arabes. Merci. Écoutez, nous sommes en train de passer dans une période de temps où, pour un individu X,
l'identité devient un problème complexe, parce qu'en fait, l'identité, à mon avis, c'est des couches qui se superposent. Je parle toujours de dire qu'il y a l'identité par apposition et l'identité par opposition. Les gens qui vivent leur identité par opposition, c'est-à-dire qu'ils peuvent être que français ou tunisiens, il faut qu'ils soient, etc., ça ne marche pas. Les gens qui ont cette identité par apposition, il faut qu'ils soient fidèles à leur pays d'origine et il faut qu'ils soient à leur pays d'adoption. Et il faut qu'ils soient un peu le liant. Et pour moi, c'est une richesse. En fin de compte, c'est franco-tunisien, franco-marocain, etc. Normalement, franco-malien, franco tout ce que vous voulez, ces gens sont une richesse à la fois pour la France et à la fois une richesse pour leur pays d'origine. C'est eux les ponts. Donc il faut les encourager, il faut qu'il y ait... et il ne faut surtout pas eux qui se sont déchirés, parce qu'il y a des gens qui se sont déchirés parce qu'ils fonctionnent dans le logiciel « je suis ceci ou cela ». Non, vous êtes ceci et cela. De plus en plus, nos identités sont des identités complexes, des identités par étage, et il faut les assumer toutes. Et une fois qu'on les assume toutes, il n'y a plus aucun problème. Merci à vous. Bonjour, messieurs. Moi, ma question, c'est sur les coûts de la démocratie. Excusez-moi. Sur les coûts de la démocratie. Et ma question, c'est est-ce que possible de financer la démocratie, obtenir des élections justes dans ces pays qui sont économiquement instables? Très, très bonne question. Très bonne question. Moi, j'ai toujours pensé qu'aujourd'hui, le pire ennemi de la dictature, pas seulement chez nous, partout, le pire ennemi de la dictature, c'est, en fait, j'étais aux États-Unis, j'ai observé un peu comment ça fonctionne. Très, très belle démocratie de la surface, mais derrière, la dictature est là. La dictature de l'argent et la dictature de l'information. Ce sont les deux grands systèmes dictatoriaux qui sont derrière toute démocratie. Et effectivement, tant que... et là, moi, je pense, dans cette espèce de catastrophisme démocratique, il faut absolument repenser la démocratie. Je vous ai parlé de cette réunion que je compte organiser à Sarajevo dans 2 mois. Entre autres choses, nous allons repenser un peu comment faire pour que la démocratie échappe au contrôle de l'argent. Comment faire, par exemple, que les élections soient des élections financées par l'État, de bout en bout. Comment faire en sorte que les télévisions privées, tout ça, ne deviennent pas des armes de guerre dans les mains de la révolution. Et donc, à partir de l'expérience que nous vivons actuellement, à savoir que la démocratie est littéralement infectée par l'argent, est littéralement dominée par ceux qui tiennent les services de les Facebook, etc., etc. Ça, c'est une réflexion à faire pour que justement cette démocratie ne soit pas volée par les antidémocrates qui vont utiliser les mécanismes de la démocratie pour détruire la démocratie. Mademoiselle, je vous en prie. Oui, merci. Je vais recentrer, je suis désolée un peu sur la question de la Tunisie, parce que ça peut aussi être après appliqué à d'autres pays, et je voulais avoir un retour d'expérience de votre part là-dessus. Vous avez beaucoup parlé de l'opposition à laquelle vous avez dû faire face. Vous venez parler aussi de l'opposition économique et de cette valeur de l'argent qui prend le dessus sur tout. Mine de rien, quand on est président de la République tunisienne, on a quand même des éléments, des outils en main pour pouvoir mettre en place les réformes qu'on veut. Qu'est-ce qui, à part cette opposition, vous a empêché de le faire et de faire tout ce que vous vouliez? Ben écoutez, moi je peux vous dire que nous avons été victimes, entre autres choses, parce que nous avons fait. Salim Ben Hamidan qui est là, donc qui a été mon ministre des biens publics. Combien vous avez, combien de sociétés vous avez nationalisées, repris à la corruption? Plus que 647. Nous avons donc repris, tout de suite, nous avons repris, il est là, donc le ministre, l'ancien ministre, 647. C'est-à-dire que nous avons essayé de récupérer tout ce qui a été spolié, tout ce qui a été volé au peuple. Et nous en avons payé, parce que ces gens-là, c'est eux qui tenaient, les informations, qui tenaient les machins, etc. Bon, là, vous me dites pourquoi est-ce que vous n'avez pas nationalisé aussi les radios? Et ça, c'est contraire au principe de la démocratie et un militant qui s'est battu pour les droits. Donc, nous avons fait des réformes. La preuve en est, c'est que ensuite, nous avons lancé, sur le plan international, toute une campagne pour ramener l'argent qui nous a été volé. On a lancé des réformes. Mais qu'est-ce que vous voulez quand pendant 3 ans, vous ne pouvez que mettre en place des politiques dont vous ne verrez le résultat que beaucoup, beaucoup plus tard. Tenez, je vous donne un exemple. Il y a 3 jours, ils ont ouvert, regardez le nombre de temps que ça a fait, donc un tronçon de l'autoroute Mednin
Gabès Mednin. Eh bien, figurez-vous, c'était de mon temps à moi qu'on avait mis cette affaire-là. Regardez combien de temps ça a mis pour montrer des résultats. Donc, nous avons fait énormément de choses. Mais ces énormément de choses, un, ont été très coûteuses, et deux, il faut du temps pour qu'elles apparaissent. Et comme nous avons été victimes de tout un récit de l'échec de la Révolution, etc., vous en êtes à poser des questions. Oui, vous n'avez rien fait. Non, on a tout fait. On a fait beaucoup. On a fait énormément. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors malheureusement, il nous reste très peu de temps, donc on prendra les 2 dernières questions de ce côté-là. Je suis désolé, monsieur, vous arrivez un peu tard, mais donc à la suite, je pense qu'on peut prendre à la suite, ou vous préférez l'une après l'autre? Les 2 dernières questions. Non, comme d'habitude. Allez-y, monsieur, j'en prie. Bonsoir, monsieur Marzouki. Je voulais connaître, je voulais savoir si vous seriez favorable à la mise en place d'un système panarabiste, et je voulais savoir si ça pourrait être la solution à justement ce volcan qui pourrait exploser. Oui, bien sûr, le rêve de l'unité arabe, il est là depuis le 19e siècle, enfin depuis les accords de Paris, à Versailles. C'était déjà, à l'époque, en 1917, le grand projet, le royaume arabe, blablabla, etc. Et depuis, ça n'a pas arrêté. Sauf que nous sommes maintenant 22 États, et les États arabes sont les 22 États les moins intégrés de toute la planète. C'est-à-dire que quand vous regardez ce qui se passe, le Mercosur, par exemple, en Amérique du Sud, vous avez une intégration, ils sont 33 États en Amérique du Sud, ils ont une intégration parfaite. Regardez ce qui se passe en Europe aussi, c'est une intégration parfaite. Regardez le monde arabe, les 22 États arabes sont les États les moins intégrés possibles. Pourquoi? Encore une fois, parce que vous avez des dictateurs partout. Et chaque dictateur considère son État comme étant sa propriété privée. Et donc il va rien lâcher. Et il est en conflit avec son voisin et il lâche rien. Et c'est la raison pour laquelle moi je dis que pour nous, Arabes, la démocratie, ce n'est pas seulement la transformation d'états de peuple, etc., de sujets en citoyens, mais c'est aussi la porte à la possibilité d'avoir un État, une union arabe, qui serait une union, non pas pour la guerre, etc., mais qui serait une union un peu comme l'Union européenne, un espace d'échange, un espace de liberté, et c'est pour ça qu'on se bat. Merci beaucoup. Ce sera la dernière question. Merci beaucoup, monsieur. Il y a déjà un brouhaha dans la salle de gens qui ont faim, qui veulent passer à autre chose, mais on vous écoute, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre présence. La question que je voulais poser concerne un problème principal que vous avez évoqué un peu plus tôt, qui est celui de l'eau, qu'on n'a pas encore abordé. Et je voulais savoir si vous aviez justement des pistes pour parler à ce problème vital et est-ce qu'elles sont réalisables avec les dictatures en cours. Le problème de l'eau. De l'eau, oui. Mais écoutez, merci d'avoir posé cette question parce que, encore une fois, quand j'étais élu, j'ai appelé le directeur parce que la présidence a un institut de recherche stratégique et je lui ai demandé, vous allez travailler sur l'eau. Il a ouvert la bouche, il m'a dit, mais c'est quoi? On va travailler sur le terrorisme. Je dis, oubliez le terrorisme. Comment ça, oublier le terrorisme? À l'époque, c'était vraiment la grande question. Je dis, oubliez le terrorisme, c'est rien, c'est de la foutaise. C'est l'eau, vous allez travailler sur l'eau, parce qu'effectivement, je lisais qu'effectivement, nous allons être en déficit hydrique et que la Tunisie nous allons vers une catastrophe. Et nous avons commencé à travailler, il y a eu un rapport, et nous avons, avec toutes les recommandations, depuis le changement de type d'agriculture qui bouffe trop d'eau, etc., il y avait plein de politiques. Et ensuite, il y avait aussi un volet de la politique, c'est-à-dire de mettre en place des usines de dessalement de la mer. Bon, c'est peut-être pas la bonne solution, mais en tout cas, c'était un truc. J'ai signé avec les Japonais en 2013, un accord par lequel les Japonais nous ont aidés à monter 2 usines de dessalement de mer. Donc, nous avons commencé à travailler. Arrive la contre-révolution. Tout cela a été jeté et nous avons perdu 10 ans. Et aujourd'hui, la Tunisie est en train de souffrir de sécheresse. Et l'instabilité politique aidant, le fait que tous les projets politiques, économiques qui étaient en place à un moment donné, tout ça a été abandonné, ben écoutez, nous avons perdu énormément de temps et malheureusement, ce sont les Tunisiens qui vont le payer très très cher. Avant de remercier Mofsef Marzouki pour sa présentation et les réponses aux questions, vous allez entendre un discours de clôture rapide et je voulais simplement dire que, bon, même si on a insisté sur ce qui va mal et très mal, il
Il y a aussi une grande créativité artistique tunisienne. Elle se voit dans les littératures, en langue tunisienne qui se vend énormément, notamment des romans. Et aussi le cinéma, Sous les figues récemment, un film exceptionnel, je trouve, exceptionnel. Et puis d'autres films encore, La Belle et la Meute, il y a quelques années, était fondamental sur le corps des femmes, la police. Donc ça aussi, on ne le retirera pas à cette révolution. Et ça, c'est quand même une créativité immense. Il faut voir Sous les figues. Hein. C'est pas du tout à rougir. C'est quand même sur la complexité, sur le corps des femmes, sur les histoires d'amour aussi dans la jeunesse. C'est assez prodigieux. Donc je vous laisse le mot pour le discours de clôture. Et après...